Bonjour tout le monde, on est ravis de lancer ce nouveau format, donc le Ciné Club, dans lequel on va revenir sur des films qui ne font pas l'actualité, des films un petit peu plus anciens, et surtout des films qui sont disponibles gratuitement sur des chaînes gratuites. Ça peut être des services de catch-up TV, des services de streaming gratuits, ça peut être YouTube, etc. Et aujourd'hui, on commence par un film qui s'appelle Compartiment numéro 6, qui est sorti en 2021, donc c'est pas bien vieux, mais on n'en avait pas parlé dans la troisième rangée, et l'occasion a fait le larron, j'ai vu qu'il était dispo sur arte.tv. Donc ce film-là est sorti en 2021, et il a eu le grand prix du jury au Festival de Cannes. C'est un film finlandais. C'est réalisé par Juho Kuosmanen, et qui avait déjà été présenté son précédent film à Cannes en 2016, qui avait reçu le prix Un certain regard, et ça s'appelle Olimaki. Je ne l'ai pas encore vu, mais je n'y manquerai pas. C'est un film qui a eu aussi quand même un bon retentissement à l'international, puisqu'elle a été nommée au César du meilleur film étranger, au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et dans son pays, il a remporté pas mal de l'équivalent des Césars. Alors l'équivalent des Césars en Finlande, savez-vous quel est l'équivalent des Césars en Finlande? Eh bien, moi je le savais, parce que j'ai fait la page Wikipédia. Ça s'appelle les Jussi, J-U-2-S-I. Il en a gagné plein, il a gagné meilleur film, meilleure actrice, etc. etc. D'accord. Niveau scénario, c'est inspiré d'un roman de Rosa Liksom, qui est une autrice finlandaise, très librement inspiré de ce que j'ai pu voir du synopsis et des interviews. Le lien est assez distant, mais on va rester sur la trame générale, quoi. Deux personnes qui discutent dans un train, ça on reviendra dessus après. Et au scénario, donc on a Juho Kuosmanen lui-même, et il a travaillé avec un duo de scénaristes qui s'appelle Andris Fellmanis et Livia Ullmann. À la photographie, on a un directeur de la photo donc finlandais qui s'appelle J.P. Passi et qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur Olimaki. Et j'ai repéré qu'il était également second directeur photo sur la série Tchernobyl. Donc quand même plutôt pas mal comme CV. Au montage, on a Juuso Rautaniemi, je m'excuse pour la prononciation, qui a aussi travaillé sur Olimaki et qui est très prolifique dans le cinéma finlandais de manière générale. À la musique, attention, il n'y a pas de musique. Donc déjà assez important de le noter pour le film. C'est un film qui n'a pas de musique extra-diégétique en tout cas. Il y en a dans le film. Voilà, pas de musique originale en tout cas. Un petit peu de musique dans le film, on en reparlera. Et au casting, on a deux personnages principaux, une actrice finlandaise qui s'appelle Seidi Arla, et côté masculin, le personnage masculin, c'est Yura Borisov, qui est un acteur russe et qui a tenu le premier rôle dans un film russe qui a eu un petit peu de succès récemment, qui s'appelle Le Capitaine Volkonogov s'était échappé. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour la fiche technique du film, on va dire, les prix qu'il a remporté, un petit peu qui a travaillé dessus. Nam, est-ce que tu veux faire le pitch du coup? Alors, donc le personnage principal, enfin un des deux personnages principaux en tout cas. En tout cas, c'est parti, on commence, joué par Seidi Arla, comme tu l'as dit, s'appelle Laura, c'est celle qu'on voit actuellement à l'écran, qui a vécu une histoire d'amour à Moscou avec une professeure d'université. Elle est étudiante en histoire, plutôt dans la branche archéologie. Et en fait, les deux ont prévu d'aller dans le grand nord de la Russie pour aller voir ce qu'ils appellent des pétroglyphes. Enfin, ce qui s'appelle plutôt des pétroglyphes, qui sont c'est la version, on va dire, taillée des peintures rupestres. On va retrouver, effectivement, il y a des pétroglyphes préhistoriques, on apprend ça à Mourmansk. Alors si vous regardez sur une carte, effectivement, c'est tout au nord de la Russie, près du cercle arctique et à la frontière de la Finlande, du coup. Voilà, donc le genre d'endroit où il fait jour 6 mois par an et fait nuit 6 mois par an. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc les deux ont prévu de faire le voyage ensemble, en amoureuse. Elle également pour ses études, parce que ça fait partie de ses sujets d'études. Et l'autre aussi, parce que voilà, c'est en amoureux. Et finalement, il s'avère que son amoureuse, la professeure, décide de ne pas venir, sans véritablement donner de justification. Et genre, finalement, elle peut pas, sans qu'on en sache vraiment plus. Et la Laura part toute seule. Et c'est un voyage en train qui va durer plusieurs jours, va y avoir plusieurs arrêts, parce que c'est quand même des grandes distances qui doivent être parcourues. Et ça va prendre une petite semaine, je crois, quelque chose comme ça, pour le temps d'y aller. Et il s'avère que dans ce train, donc dans le 6e compartiment, d'après ce que le titre du film nous indique, elle va rencontrer un Russe qui s'appelle... Alors il s'appelle Yora
Et c'est marrant, j'avais pas fait le lien, mais elle s'appelle Laura et lui, il s'appelle Liora, comme quoi. Ouais, C'est un petit peu son miroir masculin d'une certaine manière. Je c'est spoil un peu ça. la suite, mais. Sachant voilà que elle est finlandaise et elle va tomber sur le Liora qui est un russe très russe, comment Et dire. très rustre aussi. Oui, mais c'est un peu le rustre de, enfin le russe n'importe quoi, le russe, excusez-moi, de Dostoïevski ou Tolstoï ou qu'on a chez Tarkovsky. Le mec il peut pas être malheureux et voilà, il est russe. C'est ça être russe un peu dans ça. Dans cette idée-là. Et ouais, et c'est pas un mec qui est très sympa, c'est-à-dire qu'elle, elle arrive, il lui adresse pas la parole, et le premier truc qu'il fait, c'est se sortir un verre dépliable et s'enquiller de la vodka dégueulasse dans une bouteille en plastique. Donc voilà, ça commence pas très bien, on peut dire ça comme ça. Elle va vous demander à changer une première fois de compartiment, et elle va pas pouvoir, et en revenant, une conversation, oui, ça c'est Ça, c'est la la chef de conteuse bord. qu'on va voir tout le long. Qui a encore Et le style un petit peu à l'ancienne soviétique. Parce qu'il faut dire que le film se passe en 1996. Donc on est encore pas si loin de la chute du mur de Berlin, hein, finalement, puisque c'est 89. oui, Donc c'est ça. on Et, est encore. on a encore l'ancienne, ça, ils ont pas de, il y a pas de téléphone portable par exemple Ouais. dans le film. Ils sont encore aux cabines téléphoniques, aux vieux appareils. Et donc après, bon, ouais, on va avoir la première conversation entre les deux, qui va pas bien se passer du tout, notamment parce que Monsieur est archi bourré. Et non seulement il est archi bourré, mais en plus il lui fait une petite agression sexuelle, voilà. En tout cas, une remarque Euh, bien sexiste de ce dont je me ouais. rappelle. Oui, 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 il lui demande, en gros, il dit ouais, mais tu vas à Mourmansk, que c'est pour vendre ta chatte. Voilà. Voilà. Sachant Donc, qu'elle ne comprend pas vraiment la phrase, parce qu'en plus, il y a. Alors évidemment, oui, si on regarde le film en VF, on n'a pas forcément ça. Mais dans la VO, on se rend bien compte que elle, son russe est un petit peu approximatif. Et donc lui, comme il parle un peu comme pas très bien en plus le russe par ailleurs, un peu comme un rustre, du coup elle comprend pas toutes les tournures un peu, comment dire, un oui, peu familières quoi. c'est ça. Mais après, sachant que bon, c'est quand même des langues slaves, donc ils peuvent arriver à se comprendre quand même. Oui, D'ailleurs, sachant qu'elle de toute revient. façon parle assez bien russe en tout cas Oui. par rapport aux autres, elle ça va. Mais bon, il y a Donc, quand même des petites subtilités et notamment le langage familier qu'elle maîtrise pas forcément, donc déjà. oui. Voilà, donc voilà, c'est quand ils se rencontrent la première fois, donc voilà, il est juste là pour se bourrer la gueule. Euh, et donc voilà, donc en gros après le reste du film, ça va être bah, le voyage et surtout le rapprochement qui va malgré tout s'opérer entre les deux, malgré le fait que beaucoup de choses les opposent, pas seulement leur comportement, mais aussi leurs aspirations dans la vie. Parce que elle, voilà, elle veut faire des études, elle a une histoire d'amour, etc. Et lui, tu sens que bah, il a pas grand-chose dans la vie. Et juste il va à Mourmansk pour aller taffer dans une mine à ciel ouvert pour pouvoir plus tard ouvrir un business. Business de quoi on sait pas, un business tout court. C'est pas clair, mais c'est ce qu'il veut faire. Sachant aussi que elle, voilà, qui vient de Finlande, est habituée, on va dire, à un certain mode de vie à l'occidental. Là où lui, qui vient d'une Russie, bah c'est la Russie à part Moscou, c'est un peu le tiers-monde, hein, donc lui, il va un peu connaître toutes les astuces de débrouillardise. On va dire ça comme ça. Il arrive toujours à récupérer des bagnoles à droite à gauche, à négocier des trucs. Donc effectivement, donc, Oui, là donc t'as déjà relevé des choses qui sont importantes dans le film. Donc c'est l'opposition, un petit peu le miroir entre entre les deux personnages, et aussi ce rapprochement. Ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est qu'il va s'opérer aussi du fait qu'on se rend compte que ces personnages dans leur vie sont très seuls. Lui oui. par la dimension un peu vagabonde de sa vie, et elle, bah, parce qu'en fait elle est dans une relation donc avec une autre femme. Mais cette autre femme, déjà, on comprend que c'est une relation plus ou moins ouverte et qu'elle lui accorde pas toujours l'attention qu'elle voudrait avoir. Et elle se sent un petit peu seule dans son couple, ou en tout cas en retrait. C'est Mm. l'impression que ça donne, comme le montrait d'ailleurs. Je vais remettre la première image, mais si on regarde, si on regarde la première image, elle est à une fête et, en fait, bon, elle fait un peu la gueule, elle est un peu stressée, elle est un peu sur le côté des autres, elle n'est pas vraiment inclue dans le truc.
Et donc donc ce film-là, c'est un peu un film sur la collision de deux solitudes, on va dire. Et ce compartiment numéro 6, qui donne le titre au film, va servir un petit peu de milieu agissant sur ces personnages-là. Et ça va devenir un petit peu leur îlot de paix dans ce train-là. Parce qu'en fait, c'est un train où il y a beaucoup de monde qui voyage, il y a des familles, des gens qui montent, des gens qui descendent. Bon, c'est un peu le bordel, autrement dit. Et finalement, ils vont réussir à se recréer dans cet espace une espèce de sphère d'intimité, et dans laquelle ils vont réussir à trouver un terrain de communication d'une certaine manière. Donc le film reprend la trame d'un road movie habituel, sauf que c'est dans un train, évidemment. Et en général, dans les road movies, dans les trains, ce qui se passe, c'est qu'il y a des arrêts, et donc à chaque arrêt, les personnages sortent et puis voyagent un petit peu autour de la gare pour voir ce qui s'y passe, quoi. Oui, il y a un côté, oui, étape dans le film. Voilà. Sachant que. Qui fait qu'il y a quand même beaucoup de. Bon, c'est quand même beaucoup basé sur les dialogues dans ce film, quand même. Oui. Mais on va avoir des situations qui vont changer selon les personnages avec qui ils vont interagir et aussi les lieux dans lesquels ils vont se trouver. Effectivement. Et surtout que. Alors, aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que du coup, comme ça se déroule autour des gares, généralement, c'est quand même des coins assez pourris. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans un endroit où il y a des hangars pourris, des trucs pas très nets, un peu louches, des vieilles barres d'immeubles. Enfin, c'est pas des zones très. C'est pas la carte postale, quoi. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, le film, donc, qui est un film de voyage, hein, finalement, c'est un film sur le thème du voyage. Et ça reprend un petit peu le poème de Baudelaire, l'invitation au voyage. C'est-à-dire, on va se rendre compte que l'idée de voyager et le voyage en tant que tel est peut-être plus intéressant que la destination au final, et ça on y reviendra sur la fin du film, et que le voyage avant tout est un voyage quelque part intérieur avant toute chose, et un voyage aussi en quête d'une certaine forme de, justement, ce qui fait le sel des scènes dans le film, c'est pas tellement justement le côté carte postale et le côté aller voir des lieux qui sont connus, mais c'est un peu les rencontres impromptues qui vont faire sur le trajet, quoi. Non, parce que dans le film, de toute façon, les lieux qu'ils vont voir, ouais, comme tu disais, sont tous plus pourris les uns que les autres. On est vraiment, ouais, comme je disais tout à l'heure, dans la Russie du tiers-monde. Les bidonvilles, la misère, donc c'est des images qui existent encore aujourd'hui en Russie. Hein. Il y a encore des endroits en Russie, ils n'ont pas l'eau potable ni électricité, malheureusement. Mais en même temps, oui, il y a un côté, moi je dirais un petit peu, peut-être, parce qu'on est dans un film, plutôt buddy movie. Je sais que c'est plutôt un genre qu'on associe aux policiers, mais on a ce côté-là où tu as un voyage entre deux personnes que a priori tout oppose, mais qui vont se rapprocher et obtenir une relation beaucoup plus proche que ce à quoi ils pouvaient s'attendre à la base. Exactement. Donc là, bon, j'ai remis une image du train, donc le restaurant. Effectivement, on a toujours un service qui a un petit peu ce qu'on attend de la qualité de service des trains soviétiques, hein, c'est notamment connu à travers le Transsibérien, celui qui traverse toute la Sibérie, qui est connu pour avoir un service comme ça, un petit peu luxueux, en tout cas dans les premières classes. Sachant que le roman de base, d'ailleurs, j'ai lu, se passe dans le Transsibérien, mais là, il a pris un chemin un petit peu détourné. Et aussi, il y avait plus de différence d'âge entre les personnages, j'ai lu ça. Donc voilà, ils sont vraiment toujours bousculés dans le train, il y a toujours des gens qui passent. Ce qu'on peut dire aussi de la mise en scène, c'est que je ne saurais pas comment dire ça, mais dans la plupart des films qui se déroulent dans un train, parfois j'ai l'impression que ça se voit qu'on est dans un wagon de studio, quoi. Ça se voit que vraiment on est dans un wagon qu'on secoue comme si on était dans un train, et à l'extérieur on voit pas grand chose, on voit un petit peu des lumières, etc. Là, je ne sais pas comment ils ont tourné, je peux pas dire si ça a été fait en studio ou pas, mais en tout cas, on a réellement l'impression que le train bouge, se déplace, on voit de la neige à l'extérieur, on voit des décors à l'extérieur, on voit plein de choses, et donc il y a vraiment un dispositif qui est en tout cas assez immersif, une espèce d'opposition entre effectivement quand ils sont dans le train et qu'ils se promènent toujours avoir un certain déséquilibre, et quand on est dans le compartiment, on retrouve des ambiances un petit peu plus calmes, avec des lumières un petit peu plus jaunes, alors que l'extérieur va souvent être vert, donc il y a un contraste qui est créé comme ça. Mais tu sais, ça se trouve, ils ont vraiment tourné dans un train. Bah, je pense que oui. Et puis ça se trouve, ils sont juste avec une mini caméra numérique qui du coup prend pas de place et ils peuvent faire les plans comme ça. Ouais, en plus, on est beaucoup avec caméra portée et tout, donc ils ont pas vraiment besoin non plus d'avoir genre masse de matos non plus.
Après bon, c'est surtout bon l'éclairage toujours comme d'hab qui pose le plus de problèmes. Mais là pareil, on est sur quand même des trucs très naturalistes. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de lumière d'appoint non plus. Genre typiquement là tu vois genre ce plan, bah t'as la lumière au-dessus, la lumière qui vient de l'extérieur et puis basta tu vois. Oui, c'est vrai qu'en général, de toute façon, en général, il y a un ou deux projos qui font la lumière, ce qui fait que c'est toujours quand même bien éclairé. Il n'y a jamais le côté un peu sombre qu'il peut y avoir dans les trains la nuit ou ce genre de truc. Les lumières sont un peu poussées, on va dire, par rapport au réel. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on voit assez bien. Aussi, ce que je voulais dire, alors voilà, tout à l'heure, alors je remets la scène du restaurant où elle est en train d'écrire. Et là, une scène où elle est en train de se filmer, parce qu'en fait, elle fait un petit peu un vlog avant l'heure pour sa copine quand elle rentrera. Donc avec une caméra des années 90 qui donne ce genre d'image. Donc déjà c'est intéressant dans le film, on va avoir un mélange de grains entre les images qu'elle filme et les images du film en tant que tel. Et voilà, ça illustre bien donc ce voyage intérieur que fait l'héroïne, puisque finalement, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'elle passe son temps à essayer de s'objectiver en tant que sujet, c'est-à-dire qu'au début elle est un petit peu prisonnière de son couple, toujours un petit peu à l'écart, et puis finalement du fait d'être seule, elle se retrouve le sujet un petit peu central de sa vie. Et aussi je me suis posé la question de pourquoi le réalisateur a fait en sorte qu'elle filme un petit peu son voyage, même si c'est que pendant la première partie. Ça m'a fait penser un petit peu aux gens qui seraient dans les concerts et qui seraient en train de filmer le concert plutôt que de le vivre. Tu vois, il y a toujours cette critique-là qui est faite. Et en fait pour moi c'est une critique qui est pas vraiment... qui est pas vraiment bonne dans le sens où si les gens y filment, c'est aussi une manière, bon, alors d'avoir des souvenirs bien sûr, mais aussi de se réobjectiver et de se dire oui j'étais là ou oui je suis bien là et de voir les choses à travers la caméra, en tout cas, permet aussi aux gens de s'établir dans le lieu en tout cas et de s'objectiver en tant que sujet. Et donc du coup voilà, il y a aussi peut-être un propos derrière ça un petit peu sur le cinéma. Est-ce que quelque part faire un film, c'est pas une manière de se chercher soi-même. Et donc un parallèle entre la réalisation d'un film et faire un voyage, quoi, finalement. Bah ça, et aussi le fait que le film qu'elle est en train de tourner va aussi servir de marqueur pour l'avancée de la relation entre les deux. Parce que au début, clairement, elle a peur de Ryoka, et même genre quand il va lui faire une remarque sur sa caméra, et elle, genre, elle va la planquer en se disant qu'il va peut-être essayer de lui piquer. Quand elle va filmer ses plans comme ça, quand l'autre va passer, pareil, elle va refermer la caméra, la planquer et tout. Mais plus tard dans le film, il y a un moment où elle va se servir de la caméra pour le filmer lui. Et encore plus tard, bon, malheureusement, elle va se faire piquer la caméra par un personnage tiers. Et du coup, ce vol de caméra va aussi finir d'achever le rapprochement entre les deux. Effectivement. Et d'ailleurs, j'avais noté aussi un dialogue quand elle parle de sa relation donc avec sa copine qui s'appelle Irina. Elle dit souvent Irina, c'est sa manière de me regarder qui me manque. Elle vit toujours un petit peu à travers le regard des autres, et c'est une manière, elle aussi, maintenant, d'avoir son propre regard, quoi, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, même dans tu parlais, oui, que leur relation se passe pas très bien. Parce que ça va pas mal à sens unique. Alors oui, c'est une des scènes où elle appelle la Irina qui répond pas. Ouais. Et elle se fait emmerder par un mec derrière, voilà. Qui voit bien qu'elle téléphone pas et qui veut la sortir, et donc Liora va venir essayer de l'aider juste parce que maintenant ils sont copains, quoi. Et puis même, tu vois, alors le truc de la Irina, la caméra, c'est aussi une espèce de représentation de elle qui s'accroche à cette relation. Ouais. Parce qu'à partir du moment où elle n'a plus la caméra, bon, au début elle est bouleversée, mais en fait ça sert de deuil aussi pour cette relation. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Donc Liora va l'emmener un petit peu dans des coins obscurs et non touristiques, et notamment va l'emmener chez une vieille babouchka qui n'est pas sa mère, mais qui est une sorte de mère de substitution, ou comme on dirait, une sorte de tantine, quoi, d'une certaine manière. Et voilà, donc ils vont partager un moment convivial tous ensemble, typiquement russe, avec notamment voilà, de la nourriture à la maman, des fruits au sirop, ou alors à l'alcool, je ne sais pas. Voilà, et donc il y a l'envie de nous montrer à travers une scène comme ça que finalement, au cours du voyage, là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est un moment réellement authentique. En tout cas, peut-être plus authentique que la quête de ces pétroglyphes, quoi. Je me rappelle que cette babouchka lui parle lui dit, lui fait part de sa sagesse,
et il lui explique que chaque femme a un poussin intérieur, qu'il faut écouter son poussin intérieur. Voilà, ce qui va bien entendu servir à la Laura pour encore une fois réfléchir à sa situation et à sa relation. D'ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, moi, il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié dans le film, c'est en fait les dialogues sont rarement explicatifs. Par exemple, je me rappelle pas qu'elle explique à Lyra qu'elle va voir les pétroglyphes ou qu'elle y aille. C'est juste à un moment il dit ah oui mais toi tu vas voir tes pétro machins là, je sais plus ce que c'est. Et en fait il y a jamais de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Il y a jamais de sursignification finalement de ce qui est en train de se passer à l'écran. Et là même si effectivement on est dans le cadre d'une leçon de vie, elle va jamais spécialement l'adresser ou y repenser. Il y aura pas de flashback ou de choses comme ça. Donc Oui. il y a une écriture qui est quand même intéressante moi je trouve. Et en plus, je veux dire, la scène qui suit, c'est elle qui se réveille avec la tête dans le cul parce qu'elles ont trop eu. Donc... arrive dans le train un compatriote finlandais qui a l'air beaucoup plus sympathique et avenant que Lyra. Mais Lyra, lui, n'est pas très content de le voir. Et parce que moi, alors, j'ai plusieurs théories sur ce regard. C'est pour moi direct, il le sent pas en fait. En fait, là où il l'a pas senti, c'est que l'autre lui a dit jolie sacoche. Ah oui. Et du coup, comme Lyra avait dit jolie caméra à Laura au début, sauf que du coup, bah, Lyra va se dire oh, jolie sacoche, c'est-à-dire qu'il va vouloir la piquer, et du coup, il va protéger sa sacoche en lui jetant des regards de suspicion très haineux. Et il va pas du tout vouloir lui parler, il va complètement l'esquiver. Alors là, on arrive sur une des scènes qui pour moi est une des plus belles scènes du film. C'est un arrêt. Alors là, ils sont vraiment dans un bled, il n'y a rien à faire autour. Et Lyra veut pas rester avec le guitariste dans le compartiment, donc il va dehors. Et Laura va l'observer dehors. Et donc dehors, il fume sa clope et il fait des boules de neige et il donne des coups de pied dans les boules de neige. Donc ça montre un petit peu son caractère enfantin finalement. Qui explique que ses manières sont pas très bonnes, c'est que quelque part c'est un peu un grand enfant. Et aussi... après, elle va lui dire bah, je t'ai vu, t'es tombé dans la neige parce que carrément là en fait, il va tomber sur la voie, va y avoir une annonce dans la gare, etc. Et lui il va faire non, je suis pas tombé dans la neige, je sais pas de quoi tu parles, etc. Alors qu'elle va avoir trouvé ça très mignon et très charmant. Et elle dit pas du tout ça méchamment vis-à-vis de lui. Mais en tout cas, c'est là où on va commencer à comprendre pourquoi elle est touchée par cette personne qui au premier abord la touchait pas du tout quoi. Oui. Voire elle avait la répulsion envers lui quoi. Le Lyra, c'est un autre aspect de ce personnage qu'on découvre, c'est que c'est quelqu'un de complexé. Ouais. Il a un complexe parce que même, enfin, il est complexé aussi par la Laura qui a accès à des savoirs et à des niveaux d'études que lui ne pourra jamais atteindre. Tu sens que c'est quelque chose qui voilà, il se sent inférieur et il a pas du tout envie d'être moqué. C'est surtout ça en fait. Ouais, il veut surtout pas qu'on se moque de lui parce que il pense que du coup, c'est-à-dire que les gens le prennent de haut. Voilà. Effectivement. Donc là, c'est la scène où Laura se rend compte que sa caméra a été volée. Donc là, on voit à l'image donc l'utilisation du flou, une caméra un petit peu plus tremblante, inhabituelle à l'intérieur du compartiment. Et Lyra, lui, avec son bon sens, va lui dire ah, ces connards, faudrait tous les tuer, quoi. C'est Et ce qui finalement était la bonne chose à répondre à ce moment-là, vu l'état dans lequel il était. Donc il révèle que quand même, finalement, il a quand même une certaine intelligence émotionnelle un petit peu enfuie au fond de lui. Il est capable d'empathie quand il est pas bourré. Oui, c'est ça, ouais. Plus tard, Laura va offrir à Lyra un cadeau. Ils sont au resto et elle va lui offrir un dessin de lui qu'elle a fait pendant qu'il dormait. Un dessin vraiment joli d'ailleurs, par ailleurs, qui le représente bien et lui va être complètement bouleversé par ça, beaucoup trop d'ailleurs, Oui. Parce que c'est à la fois une marque d'affection et aussi, encore une fois, c'est une manière pour lui de s'objectiver, de se voir en dessin. Ça veut dire je suis vu à travers le regard de quelqu'un et on me reconnaît comme un être parmi les autres. Et donc du coup il va être tellement bouleversé qu'il va s'enfuir. Laura va poursuivre et va s'en suivre leur première étreinte et leur premier baiser. Qui a Alors, été... Il y a un autre aspect aussi auquel je pense. Moi, c'est plutôt ça que j'ai pensé, c'est qu'en fait, on sait que c'est un personnage, voilà, comme je disais, qui n'aime pas qu'on se moque de lui, qui n'aime pas être pris de haut. Et en fait, se voir en dessin alors qu'il dormait, donc au moment où tu es le plus vulnérable, ça peut être quelque chose qui a pu le mettre très mal à l'aise, tu vois. Et justement, il est dans un moment de très grande vulnérabilité à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord, effectivement.
Bien vu. Il y a Geoffrey qui dit il ressemble à James McAvoy. Ouais, je suis d'accord, l'acteur il ressemble grave à James McAvoy. Très bon Ah oui, acteur, moi hein, pareil. je trouvais qu'il avait un petit côté aussi Ewan McGregor, mais sous zéro, tu vois. Dans Trainspotting, quoi. Ouais. Euh, alors d'ailleurs, ce premier baiser qui va être un petit peu annoncé, alors avec un dès le début, puisqu'en fait la première phrase que dit Liora à Laura, c'est comment on dit je t'aime en finlandais. Donc Mm. c'est ce qui n'est pas. Alors donc du coup c'est un petit peu voilà une espèce de signe avant-coureur. Voilà donc ils vont continuer le voyage ensemble donc jusqu'à Mourmansk et maintenant ils sont davantage liés. Et en fait là Et c'était la dernière étape. Ils arrivent à Mourmansk à l'hôtel. alors faut préciser que c'est un premier baiser qui amène à rien derrière, voilà. Oui, voilà, oui, ils s'embrassent parce que sur le moment, oui, effectivement, il n'est pas dit s'il y a plus d'intimité entre eux qui se passe, mais à ce moment-là, disons que ils Mm. se trouvent, quoi, d'une certaine manière. Oui, oui. On va dire ça comme ça. Ils arrivent dans un hôtel avec une scène très marrante où il y a l'accueil de l'hôtel, donc il lui explique qu'en fait les pétroglyphes, on peut pas aller les visiter, hein, parce que c'est l'hiver, donc c'est trop dangereux, c'est sur une île, donc c'est un peu trop dangereux d'y aller. Et cette fille-là donc est très rustre avec elle et fait pas du tout personnel d'accueil. Et il y a l'autre à côté qui est plus expérimenté qui vient lui dire non mais dis-lui qu'elle peut faire ça, dis-lui de faire des trucs, etc. Et j'ai trouvé, en fait ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est que chaque fois qu'il y a une scène qui est un petit peu attendue, il y a toujours un petit truc qui vient la décaler quoi, qui montre que je sais pas, la scène se déroule jamais normalement quoi d'une certaine manière. Oui. C'est toujours un peu rugueux quoi entre les personnages et ça Mais, j'aime bien. mais en C'est même temps, ça rend aussi comment? Ce qu'on voit plus humain. Parce que justement, il y a un côté un peu aléatoire, un peu chaotique. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas comment le mood de la personne à ce moment-là. Et puis même, il y a plein de gens qui vont croiser dont on va jamais connaître les noms. Genre les personnes de l'accueil, on connaîtra jamais ouais. leur nom. Mais elles sont juste là, voilà, pour faire leur petit truc. On va les recroiser un peu de temps en temps, mais ça rend un peu le tout un peu vivant. Même la contrôleuse Ouais. qu'on voit dans le train pendant tout le film. Juste le fait de la recroiser de temps en temps. Au début, elle est pas très sympa, mais au fur et à mesure, pareil, tu sens qu'elle, comment? Bah que quand elle est pas sous pression et que ça va, bah la meuf, elle peut être détente aussi. Ouais, c'est ça. Puis qu'elle a Et ouais. forcément, comme tout le monde a des a priori vis-à-vis des uns des autres et ils arrivent finalement à les lever petit à petit en étant en contact les uns avec les autres. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc que j'aime bien dans le film, c'est que du fait que ce soit toujours un peu rugueux, en fait il y a toujours des obstacles, mais tous les obstacles qui se dressent un petit peu entre elle et les pétroglyphes, c'est toujours, je sais pas, il y a toujours un côté un peu feel good. C'est jamais montré comme une adversité, c'est marqué, en fait c'est montré comme une adversité normale de la vie Mm. et quelque chose qu'il faut affronter et dépasser, mais c'est jamais montré comme un drame, quoi. Il y a pas enfin, je trouve le film assez léger à cet égard, même si voilà, c'est un film quand même qui parle de solitude, donc c'est quand même un propos qui est assez dur à la base, et qui parle aussi de la difficulté à communiquer, aussi, de la difficulté à se connecter aux autres, et à être reconnu en tant que personne. Donc le sujet est un peu lourd, mais dans la manière dont c'est fait dans la mise en scène, il y a toujours une certaine légèreté, une certaine poésie, une certaine bonhomie qui est toujours là un petit peu Mm. pour que ce soit pas pesant quoi d'une certaine manière. Et notamment, elle écoute une chanson. Alors là, elle ne peut pas aller au pétroglyphe, hein, c'est foutu, c'est fini. Et du coup, elle écoute la chanson qui passait à la soirée au début dans ses écouteurs. Et cette chanson d'âme, c'est C'est voyage, voyage. de Desireless. Voilà. Oui. Ce qui m'a fait écrire à François Ouais. quand j'ai commencé le film, mais pourquoi il y a voyage, voyage dans mon film russe? Je sais pas que c'était finlandais, mais voilà. Je Oui, sais pas voilà. moi. Et j'expliquais aussi que la culture française était à l'époque de l'URSS en fait. La culture française était l'une des seules qui avait le droit d'entrer en URSS. La culture américaine n'avait évidemment pas le droit de citer. Ce qui fait qu'en fait là-bas, eh ben, ils sont fans de Belmondo, de Mireille Mathieu, de trucs hyper franchouillards. Et donc c'est pas étonnant de voir Voyage Voyage. Après, comme le film est finlandais, je me suis dit, attends, il y a peut-être un autre truc. Je me suis dit, c'est peut-être une coprode française et du coup, c'est pour un peu faire plaisir au producteur français qu'il a mis ça. Et non, en fait, c'est pas une coprode française. Donc, D'accord. non, non, c'est un kiff. Puis je pense que c'est une manière aussi de dire, voilà, le thème c'est le voyage. Et voyage, voyage, bah, ça se comprend à peu près dans toutes les langues. Donc pourquoi pas, ça se trouve, il a tapé voyage sur Spotify et il est tombé dessus. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas. Euh, je crois en vrai, on a parlé d'à peu près déjà tout là. Faut juste reparler du fait qu'il se revoit encore une fois et Oui, voilà, c'est-à-dire, alors on peut effectivement arriver à la fin. Donc là, c'est l'endroit où va travailler
lauréat. Donc une mine. Ça, par ailleurs, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans le film, c'est la manière qu'il a de rendre très beau et très puissant, visuellement et esthétiquement, des lieux qui sont considérés comme moches. C'est-à-dire les abords de la gare, une espèce de mine à ciel ouvert à Mourmansk, c'est pas quelque chose qu'on pourrait trouver beau. Ce plan-là, je trouve ça magnifique. Et moi, j'ai plus envie d'aller voir l'usine à Mourmansk que les pétroglyphes, finalement. Tous les deux, finalement, vont trouver un plan pour aller sur l'île des pétroglyphes. Ils vont, un gars va les emmener en bagnole. Là, c'est une scène où il y a un train qui passe devant et la bagnole est aspergée de neige. Je sais pas comment ils ont fait cette scène, mais elle est assez ouf en termes de production value. C'est vraiment très cool. Mais à tous les coups, c'est juste, ils ont trouvé une voie, et puis ils ont posé la voiture, ils ont entendu que le train passe. Carrément. Ouais, mais il y a bien des chances. Et ils arrivent sur l'île, alors elle est un peu fébrile parce que c'est quand même la destination qu'elle attendait, donc elle se demande, bon voilà, je vais aller voir les pétroglyphes. Et finalement, elle avance, alors là, je sais pas ce que t'en as pensé, mais en fait, elle trouve ça un peu pourri, quoi. C'est un peu trois marques dans la roche, quoi. C'est tellement pourri que les pétroglyphes, on les montre même pas à nous. Même nous, on n'y a pas droit. Même nous, on n'y a pas droit parce que, en fait, vraiment, ça a l'air pas ouf, quoi. Ça a l'air pas terrible et en fait, on se dit, bah non, elle a fait tout ça pour ça. Et là, on repense à tout le voyage et on se dit, bah non, finalement, ce qui était intéressant, c'est son voyage intérieur. Oui. C'est les choses qu'elle a découvertes, les gens avec qui elle s'est connectée. Et au final, le truc le plus intéressant, là où elle est à ce moment-là, c'est pas les pétroglyphes, c'est l'ami qu'elle s'est trouvé pendant le voyage. Donc, exactement. C'est beau. Et d'ailleurs, alors du coup, ils peuvent pas rentrer tout de suite, donc ils vont se retrouver sur une espèce de bateau abandonné au milieu de l'île. Ils vont dire, on est comme dans Titanic, donc voilà, des scènes vraiment très, très mignonnes comme ça. Et finalement, ils vont se séparer, puisque lui doit continuer à travailler, puis elle doit rentrer à Moscou. Et donc on fait le parallèle entre la première et la dernière image du film, la dernière image que voilà. Elle sourit, elle est heureuse, elle a trouvé le sens de la vie à travers le voyage. Bon, c'est pas le sujet le plus original du monde, ça a déjà été traité par ailleurs, mais je trouve que le film le fait vraiment très bien et avec beaucoup de douceur et encore une fois beaucoup de bonhomie et de poésie. Donc moi c'est ce qui fait que le film me touche autant, même si ça peut être un petit peu attendu sur le fond. En tout cas, il y a un propos qui est très vitaliste. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est un film qui donne un peu le smile et qui apprend un peu comment vivre, quoi. Non, et pour le coup, ça c'est un vrai film, film feel good. Ouais. Pas comme les films feel good d'habitude où tu chiales et puis tu t'arrives à la fin et tu dis oh en fait c'est pas si terrible, voilà. Non, là c'est un vrai film feel good, c'est-à-dire il leur arrivera rien d'horrible pendant tout le film. Ouais, elle se fait voler sa caméra, mais tu vois, c'est que matériel, c'est pas très grave, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gros moments de chialade pour le spectateur en tout cas. Pour les personnages, ça peut être différent. Mais et on a vraiment deux personnages très intéressants, très sympas à suivre. Et puis surtout un film de voyage dans une Russie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que c'est pas Moscou. Et qui est montré de manière très tendre et sans a priori. C'est très cool. Voilà, donc c'est disponible sur arte.tv jusqu'au 19 février 2024. Donc notez-le pour votre to-do en janvier. Je vais mettre le lien sous la vidéo YouTube si vous regardez sur YouTube, évidemment. Sinon, vous tapez le nom plus arte.tv et puis vous trouverez le film sans problème. Nam, est-ce que comme d'habitude, on a des recos de films à faire? Oui, j'en ai une. Ah. Alors, j'ai une recommandation d'un film, alors pas russe parce qu'il est ou finlandais parce qu'il est américain. Un classique, enfin le classique entre guillemets, enfin parce que c'est un vieux film du cinéma, c'est L'Épouvantail. Ah oui, de Jerry Chatberg. Et Gene Hackman. Qui a eu la Palme d'Or, je crois, par ailleurs. Oh, peut-être. Me semble-t-il. Je fact-check cette information. Regarde ça. Palme d'Or 73. Ah. Ouais. Et Grand Prix du Festival de Cannes. Ah, Grand Prix ou Palme d'Or alors du coup, c'est pas la même chose. Ah bah moi je vois Grand Prix du Festival de Cannes derrière la boîte. Ah ouais, bah non, il a eu la Palme d'Or. Mais peut-être que ça s'appelait le Grand Prix à l'époque. Parce que ça a changé de nom. Palme d'Or, oui. Grand Prix. Bah oui, le Grand Prix ça a été jusqu'en 55. Bon, bizarre. Peut-être que les deux noms étaient un peu mélangés à un moment. 55 ouais, parce que là c'est 73. Bon, ils ont dû se tromper sur la boîte. Bref. Oui. Voilà. Gene Hackman et Al Pacino dans un buddy movie. Les mecs sont pauvres, ils vont traverser les États-Unis
parce qu'il y en a un qui voudrait voir son fils, je crois. C'est son fils, c'est ça. Son fils qu'il a jamais vu parce qu'il était en prison. Et donc du coup ils vont devoir traverser les États-Unis alors qu'ils n'ont pas de thunes. Donc pareil d'un film où on va traverser on va voir un pays mais d'où par un prisme qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est le prisme de la pauvreté. Avec deux personnages qui pareil souvent très opposés mais vont se rapprocher et devenir amis au fur et à mesure. Voilà. Et je l'ai vu et c'est très chouette. Je vous le recommande également. Alors moi, comme d'habitude, je n'ai pas qu'une reco, j'en ai deux. Eh bien non, j'en ai trois. T'en as trois. Eh oui. Non mais je ne peux pas choisir. Bon alors la première, c'est assez simple. C'est si vous aimez les ambiances de train russe, je vous invite à regarder un thriller dans un train russe qui s'appelle... oui, l'abus, ouais, je sais, j'abuse. Donc un thriller dans un train russe qui s'appelle Trans-Siberian. C'est de Brad Anderson, le réalisateur de The Machinist. C'est avec Woody Harrelson notamment. Et donc voilà, c'est des aventures qui vont se dérouler dans le Transsibérien. Et c'est un bon thriller. C'est pas le thriller du siècle, mais franchement c'est très cool. Donc le deuxième film que je vais vous recommander, donc ça va être à la mode parce que là il y a Perfect Days qui est sorti de Wim Wenders. Et donc c'est un film de Wim Wenders avec une relation improvisée entre deux personnages qui vont se retrouver dans un road movie. Et ce film, ça s'appelle Alice dans les villes. Et en fait, c'est un touriste américain qui est, alors je sais plus s'il est en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais il est à l'aéroport, finalement il se fait refouler, et une femme lui confie sa fille, lui dit écoute là, je suis obligé de te la laisser, il faut que j'ai vraiment pas le choix, je dois partir, ramène-la moi à Amsterdam s'il te plaît, et lui il dit bon bah écoute, ouais pourquoi pas, et donc ça va être la relation entre cet étranger et cette petite fille, et c'est très mignon et très sympa, et c'est Wim Wenders, c'est un grand metteur en scène. Ah, tu as une deuxième recommandation d'Anam, vas-y. Non, j'ai rien dit. Ah non, t'as juste mis Le Dernier Voyage. Ok, oui, voilà. Le Dernier Voyage, très bon film. Un peu de movie aussi. Et français d'ailleurs. Que je vous recommande. Et le troisième film, alors, on a fait le train. Je vous propose un road movie en bateau. Et donc, c'est un film qui s'appelle La Grande Traversée. C'est de Steven Soderbergh. Attends, je regarde les films que tu proposes en même temps. Ah oui, The Rover. The Rover, très bien aussi. La Grande Traversée de Steven Soderbergh. C'est Meryl Streep qui doit faire un voyage en Europe pour présenter un bouquin parce qu'elle est écrivaine. Et elle se retrouve avec ses copines sur un bateau de croisière. Et il y a une très belle scène dedans où elle parle d'une poète qui l'a influencée. Et personne n'en a rien à foutre. Et je trouve que c'est une très belle scène, un peu comme la scène des pétroglyphes là. Et vraiment, voilà un film un petit peu sous-coté que je vous invite à voir. T'as cru que j'allais dire Titanic? Bah non. Mais en même temps, Titanic aussi, c'est un film de voyage où l'important, c'est pas la destination. Il parle de Titanic dans compartiment numéro 6, puisque dans cette scène, c'est comme si on était sur le Titanic. Tu vois. comme quoi tout est lié. Oui. Donc voilà, compartiment numéro 6, on vous le recommande chaudement. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, c'était le premier Ciné Club, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, à nous dire de quel film vous voulez qu'on parle. Si vous voyez un film qui est dispo, n'hésitez pas à nous le dire. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.